Merci Caroline, merci Hélène. Donc, bonjour tout le monde. On va commencer tranquillement et les personnes qui se joignent en cours de route nous trouveront là où nous sommes rendus. Alors, bienvenue à notre troisième webinaire interactif de la série Et si on s'inspirait pour révéler des actions nécessaires en éducation des adultes? Mon nom est Émilie Tremblay, je suis chercheuse à l'ICA, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, et je serai votre hôte aujourd'hui. Donc, le présent webinaire, comme les autres de la série, est organisé par l'ICA en collaboration avec le CETREC, le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec. Comme vous avez pu le voir, le webinaire est enregistré, il sera donc partagé sur la chaîne YouTube de l'ICA. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée encore une fois de deux de mes collègues de l'ICA, Sylvie Pelletier et Caroline Badeau. On a aussi le plaisir d'être avec Hélène Brown du CETREC. C'est elle qui va faciliter notre conversation libre aujourd'hui, c'est-à-dire la période d'échange et de réflexion qu'on va avoir ensemble. Enfin, on a toujours le bonheur d'avoir avec nous Mylène Choquette, facilitatrice graphique, qui va encore une fois réaliser une synthèse visuelle de nos échanges, donc un outil en fait qui est très intéressant et qui sera partagé après le webinaire. Si vous n'avez pas vu les synthèses visuelles des deux premiers webinaires, elles sont accessibles sur le site de l'ICA et on les partagera également dans le chat un peu plus tard. Donc, pour discuter de ville apprenante et de territoire apprenant, le thème de notre webinaire d'aujourd'hui, on a également le plaisir d'avoir trois invités avec nous. Tout d'abord, M. Daniel Barry, qui est président du conseil d'administration de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, l'UIL, et aussi le directeur de l'ICA. Nous avons également Mme Laura Devaney, qui est directrice des affaires corporatives au conseil scolaire Centre-Nord à Edmonton, en Alberta. Elle a participé au processus qui a amené la ville d'Edmonton à devenir la première ville apprenante. Ça sera très intéressant d'en discuter avec elle. Et nous avons également M. Laurent-Henri Huttard, qui est professeur à l'Université Clermont-Auvergne, à Clermont-Ferrand, en France. Il est aussi directeur de l'Institut d'Auvergne du développement des territoires. La ville de Clermont-Ferrand est aussi la première ville française à être devenue une ville apprenante du réseau de l'UNESCO. Donc, encore une fois, ça sera plaisant d'échanger avec nos invités sur ces sujets-là aujourd'hui. Donc, nos trois invités, comme pour les autres webinaires, vont nous partager leurs idées, leurs réflexions et leur analyse sur les villes apprenantes et les territoires apprenants. Ils seront avec nous tout au long du webinaire pour échanger avec nous et alimenter nos réflexions. Donc, bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que l'objectif de la série de webinaires, c'est de favoriser la réflexion collective sur des actions concrètes à mettre en place en éducation des adultes pour répondre à des problèmes ou à des enjeux existants. Par exemple, en ce qui concerne l'accès à la formation, la reconnaissance de toutes les compétences des individus ou encore le financement. Donc, pour les trois premiers webinaires, l'idée, c'était de réfléchir et d'échanger sur des dispositifs ou des approches existantes à l'extérieur du Québec afin de voir si ce qui existe dans d'autres contextes peut nous inspirer justement puis nous aider à trouver des solutions aux enjeux qui existent ici au Québec. Donc aujourd'hui, c'est le troisième webinaire de la série. Il nous en restera un dernier au mois de mai, dont le thème sera d'explorer des dispositifs existants en éducation des adultes au Québec et ailleurs, un partage d'expériences. Donc, depuis le lancement de la série au mois de février, on a invité toutes les personnes intéressées à nous communiquer des exemples de dispositifs qui sont expérimentés ou qui l'ont déjà été, ici ou ailleurs en éducation et en formation des adultes. Des dispositifs qui jouent un rôle intéressant, que ce soit pour favoriser l'accès ou la réussite des adultes en formation, ou encore la création d'environnements et de cultures d'apprentissage. Donc, n'hésitez pas à nous partager des exemples de dispositifs dans le chat ou en nous contactant. Donc, ça sera le cœur de notre dernier webinaire. On arrive enfin au webinaire d'aujourd'hui qui porte, comme vous le savez, sur les villes apprenantes et les territoires apprenants. On s'est limité à ces deux approches ou notions, mais il y a de nombreux acteurs qui s'intéressent et qui développent d'autres idées, par exemple celle de quartier apprenant. C'est le cas, par exemple, de l'Université du Québec à Montréal, qui a maintenant un projet avec le quartier latin à Montréal. On parle aussi de communauté apprenante, de société apprenante. La BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, est derrière une initiative, l'Audace des possibles, qui veut justement faire du Québec une société apprenante. On parle également d'organisations apprenantes, de villes éducatives et bien d'autres. Donc, en guise d'introduction, voici quelques éléments intéressants sur les villes apprenantes et les territoires apprenants pour nous mettre dans le bain avant de passer la parole à nos invités. Donc, c'est en 2013 que
que l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, pardon, l'UIL, a créé le Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO. Aujourd'hui, ce réseau regroupe 356 villes dans 79 pays. On le disait tout à l'heure, il n'y en a qu'une seule au Canada, c'est la ville d'Edmonton, qui est rentrée dans le réseau en 2022. Qu'est-ce que c'est une ville apprenante selon l'UNESCO? C'est une ville qui promeut l'apprentissage tout au long de la vie pour tous et pour toutes. Donc, elle doit notamment, pour cela, faciliter l'apprentissage sous toutes ses formes pour tous les citoyens et les citoyennes, favoriser une culture de l'apprentissage tout au long de la vie. La notion de ville apprenante se distingue un peu de celle de ville intelligente, dont on parlait plus il y a quelques années, une approche plus centrée sur la technologie versus une approche plus centrée sur l'humain. Donc, faire d'une ville une ville apprenante, c'est vouloir favoriser la participation citoyenne, l'inclusion sociale, la création d'environnements propices à l'apprentissage tout au long de la vie pour tous et toutes. À côté de la notion de ville apprenante, celle de territoire apprenant est également fort intéressante. Elle met l'accent sur la création d'environnements où l'apprentissage est encouragé et soutenu également à tous les niveaux. Cette approche met l'accent encore une fois sur la collaboration, l'innovation, l'inclusion, le développement durable pour créer des environnements propices à l'apprentissage tout au long de la vie. Très intéressant, n'est-ce pas? En lien avec ça, on peut se poser justement toutes sortes de questions avec la thématique d'aujourd'hui. Comment une ville peut-elle devenir une ville apprenante? Quels sont les avantages pour la société dans son ensemble? Est-ce qu'il serait intéressant pour les villes du Québec d'intégrer le réseau de l'UNESCO des villes apprenantes? Comment émerge un territoire apprenant? Comment favoriser la collaboration entre les acteurs des milieux pour rendre possible l'apprentissage tout au long de la vie dans les villes, mais également dans les milieux ruraux? Au Québec, je le disais tout à l'heure, aucune ville n'a intégré le réseau de l'UNESCO. Pourtant, on a l'impression qu'il y a peut-être tout ce qu'il faut dans de nombreuses villes et territoires du Québec. Des réseaux publics d'institutions scolaires, des réseaux de bibliothèques publiques, de nombreux organismes communautaires qui offrent toutes sortes de formations et d'activités éducatives en alphabétisation, d'éducation à la citoyenneté, d'éducation au développement durable et bien d'autres. On a aussi de nombreux tiers-lieux, dont un grand réseau de Fab Labs et de Media Labs, de la formation en entreprise et j'en passe. Le webinaire d'aujourd'hui sera donc l'occasion de discuter de tout cela. Donc, après cette entrée en matière, à ma collègue Hélène, qui va nous expliquer le déroulement de la suite du webinaire et faciliter notre conversation libre, qui va commencer par les interventions de nos trois invités. Donc, merci beaucoup et à toi, Hélène. Alors voilà, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui votre facilitatrice pour cette conversation libre que nous aurons. Euh, alors, c'est quoi une conversation libre? De quoi on parle? Je vous partage quelques notions avec un PowerPoint que voilà. Il est là, oui. Bon. Alors, comment on participe à un webinaire interactif? Nous serons dans un cercle de parole. On va utiliser l'approche, la méthodologie du fishbowl. Je vous précise un peu. Bon, l'intention du webinaire, hein, c'est d'échanger avec nos experts invités, de partager de nouveaux apprentissages, de révéler des actions nécessaires en éducation des adultes sur le sujet qui nous vient de nous être présenté. Alors, ici, voilà. Qu'est-ce qu'une conversation en mode fishbowl, bocal de poisson? On voit ici, c'est en présence, de quoi ça a l'air. 5 chaises qui sont au centre et d'autres personnes qui sont dans l'assistance autour. Donc, les gens au centre ont la parole. Vous voyez dans l'image qu'ils ont les micros. Les gens autour sont en mode écoute. À tout moment, quand une personne veut se joindre à la conversation, elle vient au centre du cercle pour échanger avec les autres. On n'est pas dans un mode question-réponse. On peut apporter des questions, bien sûr, là, pour alimenter la conversation, mais on est vraiment en mode conversationnel. Ce qui veut dire ici, dans ce petit graphique, donc on représente ici notre bocal. Les gens ensemble, vous voyez dans l'image ici, dans le graphique, il y a une chaise libre qui représente l'espace libre pour accueillir une personne dans la conversation, puis ainsi échanger, puis se donner la place. L'idée, c'est vraiment d'écouter avec attention, parler avec intention. On cherche à avoir des réponses, des prises de parole concises, d'être court pour
favoriser la dynamique des échanges. Au centre de notre cercle, on a un élément important qui est notre question, la question centrale auquel on va essayer de répondre ensemble. C'est une grande question, je vous la lis. En quoi ces approches ou concepts qui viennent nous être présentés, ces approches, en quoi ces approches, ville apprenante et territoire apprenant, seraient intéressantes pour le Québec? Et comment sont-elles susceptibles de contribuer à l'éducation, à la formation ou à l'apprentissage des adultes? Alors voilà la question qui sera au centre. Je vous la répéterai juste pour être sûr qu'on on, on- on- on l'a bien en tête. Et voilà, j'aimerais que Mylène se veux bien nous partager un peu, Mylène qui est notre facilitatrice, graphique. J'aime bien au début d'une conversation qu'on voit un peu comment la facilitation graphique va prendre sa place. Alors j'inviterai Mylène à Excuse-moi, nous, Hélène, je peux pas partager en même oui, temps. il faut que je fasse stop, voilà, ça va aller mieux comme ça. Merci. Parce que Mylène a partagé un premier visuel pour notre point de départ. C'est intéressant de voir comment ça va apparaître. Voilà. Alors, vous voyez sa planche à dessin. Hein? Donc, Mylène a déjà préparé un peu les éléments de base. On voit au centre notre question, en quoi ces approches seraient intéressantes pour le Québec et comment sont-elles susceptibles de contribuer à l'éducation et à la formation ou à l'apprentissage des adultes. Donc, notre question là, vous voyez l'espace vide, ben, c'est ce on va créer ensemble dans les prochaines minutes. Alors voilà, merci Mylène. Ensuite, alors voilà, maintenant nous avons nos trois invités. Je ne vous ai pas dit qui j'allais choisir en premier, mais j'aimerais que ce soit M. Barry, Daniel Barry, qui prenne la parole en premier parce que euh, bon, nous poser un peu le concept de tout ce qui englobe les villes, les territoires apprenants. Bon, qu'est-ce que l'UNESCO aussi a tenté de stimuler avec ses idées et ses approches. Alors, puis ensuite, donc, si vous voulez bien, je vous Oui, invite à prendre la parole. sans problème, ça s'y prête bien, puis j'aurai un point de vue plus panoramique, puis Mhm, les deux cas en particulier de ville vont permettre de mettre un peu de chair autour de l'os. D'abord, merci Hélène, merci à l'ICA de me permettre de mettre un différent chapeau que celui de directeur, mais de partager des réflexions que je me fais sur les villes apprenantes. Je suis président du conseil d'administration de l'Institut l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, l'UIL, depuis 2020, donc depuis 4 ans et des poussières, et j'ai pu voir vraiment la croissance rapide du réseau des villes apprenantes. Mais non seulement ça, dans ce rôle, j'ai eu fréquemment l'occasion d'échanger avec les maires de différentes villes, de différents continents, régions du monde, par des tables rondes, des webinaires, etc. Notamment à deux occasions en particulier. En 2021, l'UNESCO avait organisé la 5e conférence internationale du réseau des villes apprenantes, donc à tous les 3 ans à peu près. Il y a une conférence internationale qui réunit dans la même salle des maires, des fonctionnaires municipaux pour discuter d'éducation. Déjà, pour moi, c'était quasiment une épiphanie. C'est là que j'ai eu le coup de foudre pour le réseau. Je suis habitué de discuter avec des gens du monde de l'éducation des adultes. Et là, j'étais avec une salle où c'était des maires, des fonctionnaires municipaux qui discutaient d'éducation. Et c'était vraiment pour moi, c'est là que j'ai bien compris le sens et la profondeur des villes apprenantes et de cette structure de l'UNESCO, le réseau. Plus particulièrement, l'automne dernier, dans le cadre du 10e anniversaire du réseau, j'ai animé plusieurs tables rondes avec des maires dans le cadre d'une activité de célébration de ce moment important du réseau et d'approfondir avec eux, de dégager des bilans, de regarder les perspectives pour l'avenir du réseau, mais aussi des villes elles-mêmes dans leur rôle relatif à l'apprentissage dans un contexte où on peut parler à l'échelle mondiale de la crise climatique, par exemple, mais elle touche les villes, elle touche les quartiers, elle touche les rues, elle touche nos maisons et nos communautés. Donc, les villes sont à l'avant-scène de tous les défis humains, sociaux, etc. Ce que je vais faire, c'est vous partager ce que moi je retiens de ce concept de ville apprenante et des réflexions que je me fais à partir de je dirais, de ce rôle un peu privilégié et unique d'avoir pu avoir des discussions politiques avec les maires sur leur gestion du concept de ville et le réseau lui-même. J'irais d'abord
Si le réseau a pu croître si rapidement, c'est à peu près 35 villes par année, c'est parce que le réseau n'a pas inventé le concept de ville apprenante. Les villes étaient déjà des villes apprenantes. Le réseau a été un catalyseur, a juste mis en évidence ce qui se passait déjà. Et je dirais, a mis des mots du monde de l'éducation sur ce que les villes faisaient déjà. Parce que je constate, peut-être que Edmonton l'a vécu, quand on voit le formulaire de mise en candidature, ben, il faut déjà avoir une vision très, très large de ce qu'est l'apprentissage. Et souvent, il faut apprendre que l'apprentissage est très diversifié. Et pour les maires, les équipes des villes, c'est peut-être déjà de réaliser qu'elles sont déjà des villes apprenantes au-delà le monde scolaire. Et ça, le réseau a simplement révélé quelque chose qui existait. Les villes étaient actives dans le monde de l'éducation. Sur l'approche, je vais mettre en évidence 4 éléments là, plus structurants selon moi, plus politiques. Premier élément, le concept de ville apprenante reconnaît le rôle des gouvernements municipaux en éducation, mais reconnaît surtout que ce rôle-là n'est pas secondaire ou marginal. Les villes sont des acteurs, sont des agents du monde de l'éducation. D'abord, souvent, elles vont elles-mêmes financer des services éducatifs, soit en développement durable, pour le vivre ensemble, dans le domaine de la culture. Elles vont offrir ces services, elles vont financer des institutions, par exemple les bibliothèques, ou même des regroupements de citoyens, comme dans les pays scandinaves, l'apprentissage par les pairs, etc. Donc, les villes sont des acteurs du monde de l'éducation. C'est pas un touriste, c'est pas un agent externe qui vient brouiller les cartes, entrer dans la discussion des acteurs du monde de l'éducation. Elles le sont. Et ça, c'est un constat fondamental des villes apprenantes. Ça affirme le rôle des villes en éducation et pas comme un acteur secondaire. Deuxièmement, je trouve que le concept de ville apprenante est le meilleur exemple, l'exemple le plus concret pour illustrer cette approche intersectorielle de l'éducation qui prend en compte le formel, le non formel, l'informel, donc les acteurs scolaires, les acteurs communautaires et les citoyens dans une perspective d'apprentissage par les pairs, parce que les villes regroupent tous ces équipements. Elles ont des écoles, des institutions scolaires dans leur ville, elles ont des groupes communautaires, elles ont des citoyens engagés. Et la ville agit, fait pas cette différence qu'on peut faire des fois dans le monde de l'éducation, peut-être même des fois en hiérarchisant, il y a les acteurs formels, non formels, informels. La ville est englobante de toutes les manifestations de lieux d'apprentissage. Et ça, c'est une approche fondamentale de la ville apprenante, c'est d'être englobant et de prendre en compte cette large diversité formelle, non formelle, informelle des lieux. Et je souligne l'informel parce que dans les compendiums de pratiques de ville apprenante, souvent, les jardins communautaires reviennent souvent dans une perspective de développement durable, dans une perspective d'autonomie, de sécurité alimentaire, dans différentes façons, et c'est des citoyens entre eux qui se forment les uns les autres à l'agriculture urbaine, etc. Et ultimement, de voir tous les espaces publics comme des lieux potentiels d'apprentissage. Troisième élément, c'est une gouvernance de proximité. Donc, ça, c'est important. La ville gère des services, est en interaction plus directe que les autres paliers de gouvernement avec les citoyens. Donc, quand elle apporte sa perspective à la gestion de l'éducation, elle apporte cette approche de gouvernance de proximité avec des liens plus directs entre les citoyens et les décisions. Et c'est un atout assez majeur et intéressant dans la discussion de la gouvernance de l'éducation. Et le quatrième élément, qui est peut-être le rôle, là, j'y reviendrai à la fin aussi sur ce rôle, sur une limite, mais le rôle de chef d'orchestre. Parce que la ville réunit, son principal pouvoir, c'est de mettre les gens autour d'une table, de mettre les établissements scolaires, les organismes communautaires, les citoyens en mouvement autour d'une même table dans une perspective de développement des capacités. Je vais me tourner là, ce que je trouve qui est l'intérêt du modèle des villes apprenantes et du rôle de l'action concrète des villes. D'abord, je trouve que les villes apprenantes ou les villes qui adoptent cette perspective répondent à une question qui est sans réponse, et en particulier au Québec. Qui est le chef de file, le leader plus global de l'éducation? Qui assume le leadership intégrateur global de toutes les ressources éducatives, scolaires, communautaires, les citoyens? C'est une question qu'on se pose au Québec, au Canada et dans plusieurs pays. C'est souvent très éclaté, ministère de l'Éducation, ministère de l'Emploi, ministère de l'Immigration, des ministères municipaux, mais les villes ne découpent pas la réalité éducative de cette manière, elles l'englobent. Donc, elles sont un modèle, les villes apprenantes, à cette question, comment coordonner l'ensemble des ressources éducatives.
Deuxième élément, et je le tire d'une intervention de la directrice de l'UNESCO récemment, qui disait que les villes sont un moyen de mettre en œuvre le droit à l'éducation. Pour toutes ces forces de proximité, cette vision englobante, cette mobilisation de toutes les ressources, les villes sont un acteur dans la mise en œuvre du droit à l'éducation en sollicitant et en interpellant toutes les unités, toutes les composantes du monde de l'éducation et incluant les citoyens dans des perspectives d'apprentissage par les pairs. Récemment, ce que j'ai vu poindre et qui est intéressant, c'est que les villes deviennent un acteur dans le processus d'élaboration des politiques internationales en éducation des adultes. Les engagements pris par la communauté internationale en éducation des adultes il y a 2 ans là, à Marrakech, donc la septième conférence internationale de l'UNESCO sur l'éducation des adultes, les villes ont été nommées. Le réseau des villes apprenantes a été mobilisé, a été sollicité comme un acteur dans l'élaboration des engagements, mais aussi un acteur dans la mise en œuvre des engagements. Donc, à l'échelle de l'UNESCO, le réseau mondial des villes apprenantes et les villes apprenantes sont désormais un acteur clé du processus d'élaboration d'engagements, puis de mise en œuvre de ces engagements. Et je vais me tourner là pour terminer sur quelques avantages et limites. Je vais commencer par les limites pour finir avec les avantages. C'est plus positif, finir par le positif. Dans les limites, je dirais, il y a 3 éléments assez majeurs et là, ça variera d'un pays à l'autre. La portée du pouvoir municipal n'est pas la même dans différents systèmes politiques. Plus de pouvoir, moins de pouvoir. Ici au Canada, dans une confédération, ça ajoute en complexité. Mais ce rôle des villes officielles, reconnu, constitutionnalisé ou non, est inégal d'un pays à l'autre. Et donc, la ville peut être très motivée, un maire peut être très motivé, mais dans les faits, son encadrement législatif peut limiter les actions d'une ville. Et là, ça devient une limite au concept, parce que le concept se frotte au cadre constitutionnel, mais aux lois provinciales, si je prends le cas du Canada, ou au rôle que les villes peuvent avoir au-delà de leur bonne volonté, là, le rôle officiel. L'autre élément de limite, c'est, je dirais, pour avoir vu certains maires changer au fil des activités du réseau, ça repose un peu sur des individus. La volonté des maires, d'une équipe électorale, d'une équipe là, élue, peut changer au fil des élections. Et on le voit, là, certains maires sont très engagés, il y a des élections dans leur ville, le maire change, etc. Et c'est là que c'est important, puis c'est le cas d'Edmonton, d'avoir une équipe de fonctionnaires autour du projet de ville apprenante pour assurer une continuité dans des cas de changement de maire. L'autre limite, c'est le leadership, et je l'évoquais tout à l'heure, mais je vais le redire différemment. Le leadership des maires peut se limiter à une nature motivationnelle, de motiver les troupes, de réunir les gens. C'est beaucoup, mais à un moment donné, pour que les citoyens voient l'effet d'un modèle de ville apprenante, ben, les services doivent descendre au niveau des citoyens. Donc, ces 3 limites-là, là, un pouvoir municipal variant selon les encadrements législatifs, un leadership qui peut reposer sur l'engagement des maires, et varier selon les élections, et un leadership qui pourrait se limiter à être de nature plus motivationnelle, même si ça, c'est fondamental. Et je termine avec les avantages. Euh, on peut parler de l'éducation comme une fin en soi, mais l'éducation demeure un moyen. Et les villes apprenantes ne sont pas une fin en soi, les villes apprenantes sont un moyen, un moyen pour mettre le développement de l'éducation au service des milieux de vie, des capacités des gens, de leur connaissance, de leur leadership, de leur autonomie. Et c'est vraiment un moyen d'accroître le pouvoir citoyen par l'éducation, par le développement des capacités, parce que la finalité des villes, c'est le bien-être des individus, et les villes utilisent un large spectre de moyens, dont l'éducation. Deuxième élément, je l'évoquais aussi tout à l'heure, c'est de voir tous les espaces publics comme des lieux potentiels d'apprentissage, un parc, un coin de rue, etc., les grandes places publiques, et d'utiliser ces lieux comme des lieux d'apprentissage, et les villes ont ce souci là, de maximiser l'espace et d'utiliser les équipements, mais aussi les espaces publics. Et dernier élément, les villes sont un outil fondamental pour démocratiser la gouvernance de l'éducation. C'est pas juste les acteurs du monde de l'éducation qui se parlent entre eux, c'est pas juste les establishments de ministère de l'éducation, d'un autre ministère, etc. C'est la vie dynamique, démocratique, urbaine des villes au travers des élus municipaux.
et au travers des citoyens qui peuvent s'engager, qui font que le modèle de ville apprenante a quelque chose de particulier dans sa contribution à la démocratisation de l'éducation, c'est d'amener tous les citoyens, tout le tissu social, tous les espaces d'une ville dans un débat sur l'éducation et sur les ressources éducatives. Je m'arrête là. Je vais partager un peu en vrac plusieurs éléments de réflexion que je retiens. Puis j'aurai l'occasion de rester dans le bocal à poisson pour continuer de Oui. discuter. Merci, merci. Ça nous met la table hein, déjà de beaucoup de concepts. On a voyagé dans ce concept-là des villes. J'imagine que M. Riotar, ça stimule plein d'idées. Hein. Je vois que vous ouvrez votre micro. J'ai envie de vous laisser la parole. Allez-y. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai évité de répéter des choses communes avec ce que M. Baril vient de dire, mais peut-être pour commencer, effectivement, on vient je pense qu'une des difficultés ou un des défis de la notion, du concept de ville apprenante, de territoire apprenant, c'est peut-être que ça peut être vu comme d'abord un concept. D'abord une notion un peu théorique, et ce que je veux essayer de dire dans ma petite intervention, c'est que voilà, certes, c'est quelque chose sur lequel on a envie de réfléchir, c'est une notion qui mêle plein d'éléments, je vais y revenir, mais ça peut être aussi, comme ça vient d'être dit, plein de choses très concrètes. Et quand on parle avec les acteurs des villes, des territoires, moi je parle de territoires de façon plus large, c'est vrai qu'au départ, on peut se dire, voilà, c'est une notion un peu compliquée, c'est de quoi vous parlez, et puis en fait, on voit très vite que ça s'applique à des choses très concrètes. Alors, et je pense que ça, c'est le premier défi. Bon. Alors, juste pour trois idées, là, brièvement. Alors, cette notion, ce concept, peut-être dire, vous l'avez un peu dit en introduction, que je dirais, c'est un mélange des mondes. Hein. C'est un mélange des mondes, ces villes apprenantes, ces territoires apprenants, c'est-à-dire, c'est le mélange des mondes de l'éducation, hein, et avec tout ce que, y compris les sciences de l'éducation, peuvent apporter, par exemple, sur le fait euh, ben, que les enfants, élèves ou adultes, ils apprennent notamment quand ils sont en interaction avec d'autres, hein, et avec tous les acteurs d'une communauté, par exemple. C'est une approche aussi, deuxième monde, qui vient pour une part du monde de la gestion, du management, des organisations, des entreprises. On parle d'organisation apprenante, et dans ce monde de la gestion, il y a l'idée aussi de passer d'un monde hiérarchique à un monde beaucoup plus de relations, de réseaux horizontal, d'interaction, où on apprend ensemble, on expérimente, on a des retours d'expérience, etc. Et ça, c'est un des ingrédients aussi pour les territoires. Et puis, il y a un troisième monde, alors c'est plutôt le mien d'ailleurs, c'est le monde donc des territoires. Hein. C'est l'approche vue du côté des territoires, et je dirais que, comme ça a été dit, que derrière cette notion de ville apprenante ou de territoire apprenant, il y a l'idée de peut-être aussi de comment des territoires peuvent se développer avec l'ensemble d'une communauté, peuvent faire face aux enjeux actuels aussi de transition vers plus de durabilité, en partant voilà, de ce mélange, hein, de l'éducation, du management, et puis du territoire, hein, et la spécificité du territoire. Alors, ce qui fait qu'à la fin, la deuxième idée, ça donne une notion qui combine un peu tout ça. Je dirais, moi je mets dans la notion de ville apprenante ou de territoire apprenant euh, quatre choses. La première chose, on a beaucoup évoqué, c'est l'idée qu'il y a une communauté d'apprentissage, on est ensemble, qui est ancrée localement dans un quartier, dans une ville, dans un territoire, et y compris dans un territoire rural, hein, y compris entre la ville et l'espace rural, il peut y avoir des relations. Et donc voilà, une communauté d'apprentissage où on apprend ensemble, où on partage des visions, où on se rapproche, où on joue aussi sur la mémoire collective des lieux, où on valorise les ressources, l'ensemble des ressources humaines, sociales d'un lieu. Voilà, une communauté d'apprentissage.
Deuxièmement, cette ville apprenante, c'est une organisation. Voilà. Alors, ça pose très vite les points qui ont été évoqués avant, hein. C'est la gouvernance, c'est comment on s'organise, mais voilà, c'est une organisation où on apprend ensemble, on se donne des objectifs communs, par exemple de durabilité, de diffusion des connaissances tout au long de la vie et voilà, tout au long des âges de la vie, où on essaye d'hybrider les savoirs, comme je disais tout à l'heure, d'expérimenter, de capitaliser ce que l'on a fait, et puis de progresser, d'avoir le droit à l'erreur aussi, hein, de se tromper, hein. Une organisation apprenante a le droit de se tromper aussi, hein. Bon. Et puis, troisième élément, et ça c'est important, et c'est là que le réseau des villes apprenantes UNESCO est à mon avis très important, c'est qu'il faut mettre en réseau tout ça. Il faut mettre en réseau, évidemment, des habitants, des apprenants, quel que soit leur âge, dans une ville, dans un territoire, mais il faut mettre en réseau aussi tous les territoires apprenants, hein, pour diffuser, pour communiquer, pour échanger. Notre webinaire est un de ces moments d'échange, hein. Mais voilà, c'est une communauté ancrée localement, mais qui échange avec d'autres communautés, avec d'autres territoires, et qui apprend ensemble. Et ça, c'est vraiment un des points forts du réseau UNESCO, c'est qu'une ville, un territoire ne va pas être seul dans sa réflexion, dans son processus, hein, parce qu'un territoire apprenant, une ville apprenante, c'est un processus, mais il va pouvoir échanger sur plein de sujets, hein. Et M. Barguil pourrait donner plein d'exemples. Voilà. Et puis le quatrième élément, c'est que, évidemment, il faut prendre en compte aussi des enjeux plus forts de la société, des enjeux éducatifs, de développement durable, d'action publique, etc. Donc, le territoire apprenant, la ville apprenante, elle doit prendre en compte un peu tout ça, se mettre en réseau, s'organiser et constituer cette communauté pour partager des savoirs. Voilà. Alors, la définition est peut-être compliquée, hein, mais voilà, c'est un peu tous ces ingrédients. Et puis, troisième idée pour terminer, c'est l'idée, donc, je viens de le dire, et c'est à la fois un point fort et peut-être des points faibles, hein, c'est que tout ça, ça se construit. Voilà, c'est pas, on n'est pas aujourd'hui ville apprenante. Voilà, il y a une construction qui suppose encore une fois, de mêler tous les savoirs, de mêler toutes les échelles, hein, du quartier, de la ville. Quand on regarde d'ailleurs le réseau des villes apprenantes, vous avez des très grandes villes, des petites villes, des fois des quartiers de grandes métropoles mondiales. Voilà, c'est des échelles qui peuvent aller du quartier, effectivement, de l'espace public, du tiers-lieu, etc., jusqu'à un territoire plus large, des initiatives citoyennes, individuelles ou de petits groupes, jusqu'à des actions publiques collectives qui prennent appui sur des lieux, hein, ça c'est important, et des espaces publics, ça a été dit, mais diversité de lieux. Et puis, voilà, au-delà, encore une fois, de la théorie, c'est de la pratique, hein, c'est des actions très, très concrètes. Alors, on pourrait en citer, mais j'ai pas le temps, hein, mais sur des sujets, sur des enjeux extrêmement forts. Si je prends l'exemple de Clermont-Ferrand, compte tenu aussi de certaines spécificités du territoire, c'est pour ça que je disais, c'est ancré dans un territoire. Là, il y a des spécificités sur la relation entre la ville et l'espace rural, par exemple, et donc comment on construit des relations, et comment on apprend ensemble entre la campagne, l'espace rural autour, et puis la ville. C'est des enjeux autour de l'éducation à la santé, par exemple, un grand questionnement, un grand questionnement sur la santé, comment on construit des parcours de santé dans la ville pour tous les âges de la vie. C'est des enjeux on a une spécificité aussi là, on va parler beaucoup des adultes aujourd'hui, mais on a fait aussi une focale sur la petite enfance et comment on donne accès aux plus petits à l'art, par exemple, hein, à l'éducation artistique. C'est des actions très concrètes sur les enjeux, tu évoqué tout à l'heure aussi, de l'alimentation, hein. C'est un des grands enjeux, l'éducation finalement à l'alimentation. Et alors ça va des jardins partagés jusqu'à une réflexion plus globale, qui peut être en lien avec la santé d'ailleurs, sur l'alimentation. Voilà. C'est des actions en matière sportive, en matière culturelle. Voilà. C'est plein de choses très très concrètes, encore une fois, à toutes les échelles. Et pour Mm. terminer, euh,
on a déjà, alors, dans les forces et les faiblesses, on a déjà cité plein d'ingrédients finalement. Et je pense que, y compris vos territoires au Québec ou ailleurs, qui d'ailleurs, moi, m'ont des fois beaucoup inspiré, hein, que ça soit par exemple les expériences des cités-écoles ou des laboratoires de la communauté apprenante de Saint-Camille, par exemple, qui était dans cette réflexion sur, finalement, sans parfois utiliser les mots, mais qui est dans cette logique de territoire apprenant complètement. Voilà, alors il y a plein d'ingrédients. J'en cite vite quelques-uns. Je pense qu'il faut d'abord, enfin, cette mise en réseau des acteurs, c'est je dirais des dynamiques citoyennes, des petites organisations collectives locales. C'est des leaders. Alors, ils peuvent être politiques, ça a été dit, hein, il faut penser au renouvellement, mais voilà, des petites organisations collectives, des leaders, des entrepreneurs parfois, y compris des chefs d'entreprise, par exemple. C'est des acteurs qui vont faciliter les choses, des acteurs facilitateurs. Et ça peut être, y compris dans l'ingénierie, des collectivités, par exemple. C'est des réseaux. Et donc là, c'est vrai que l'UNESCO peut apporter un élément. Ça peut être aussi, on a cité tout à l'heure les smart cities, les villes intelligentes, c'est peut-être aussi prendre appui sur le numérique, hein, les usages numériques. Mais ça peut pas être que ça. Mais ça peut être un ingrédient intéressant, avec des tiers-lieux, par exemple. Voilà. Et puis, c'est donc des lieux où on échange. Alors ça, voilà, c'est des ingrédients. Et puis, il y a d'autres ingrédients qui vont relever de l'aspect peut-être plus éducatif, comment on propose différentes formes de savoir, d'apprentissage, de formation tout au long de la vie, hein, qui vont accroître cette capacité. Comment on a des réflexions aussi en termes un peu de prospective. Les territoires apprenants se projettent beaucoup dans le futur, hein, comment on construit le futur. C'est des échanges culturels. C'est travailler aussi sur la mémoire collective. Voilà, c'est faire le lien entre le futur qu'on imagine et puis la mémoire des lieux, les spécificités des lieux, la capitalisation finalement, hein, le récit commun que l'on a ensemble. C'est parfois associé à la recherche aussi, et la recherche et toutes les formes d'innovation. Et puis c'est surtout rendre très accessibles les savoirs. Et puis pour terminer ma cuisine, ma recette, là, il faut évidemment réfléchir à cette grande question qui est peut-être une des plus difficiles, qui est un peu comment tout ça est gouverné, quelle est la gouvernance d'une ville, d'un territoire apprenant. Est-ce que c'est uniquement les élus? On a dit tout à l'heure, ils peuvent changer dans des élections, etc. Ou est-ce qu'il ne faut pas imaginer une gouvernance peut-être plus inclusive, peut-être plus participative, pour qu'effectivement, y compris quand il y a un changement politique, la dynamique reste. Et puis, c'est aussi au-delà de la gouvernance des responsables, c'est aussi ceux qui au quotidien font vivre la ville ou le territoire apprenant, qui s'adaptent, qui régulent parfois des conflits. Et donc, j'appellerais une gestion adaptative, où on s'adapte sans cesse, hein, c'est ça aussi, où on apprend sans cesse et où on s'adapte sans cesse, qui fait le territoire apprenant. Et tout ça pour effectivement accroître les capacités et de tous, y compris des adultes, hein, des plus petits aux plus grands, et s'adapter aux changements à venir. Je crois que ça aussi, c'est une des clés. C'est une des forces des territoires apprenants. Plus on a des capacités collectives, individuelles et collectives, plus on s'adapte aux enjeux de changement qui sont aujourd'hui majeurs, hein. Et voilà. Et cette résilience, elle est au cœur des villes apprenantes. Pardon d'avoir été long. Non, non, ça va, ça va. Je souris parce que au CETREC, c'est une grande thématique de s'adapter au changement et l'apprentissage. Puis ça, on est dans le cœur de la transition et puis ça fait le pont vers un peu ce que Edmonton est en train de vivre. Parce que ce qui m'a marqué tantôt quand on vous a présenté, c'est tout récent. Bon, ça a dû se préparer, on a dû en parler depuis longtemps. Mais 2022, donc en pleine pandémie, il y a un leadership, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai le goût de vous entendre. Puis Laura, vous êtes à un centre scolaire, donc le point de vue aussi dans le milieu éducatif, Oui. hein, Magda? Alors, je Oui. vous invite à prendre parole. Je pensais, M. Barry, qui a parlé du mélange des mondes, ou c'était M. Riotor, mais c'est ça, je suis au Conseil scolaire Centre-Nord, alors on a fait l'éducation de maternelle à la 12e année en français langue première en Alberta, à 4000 élèves.
J'aime toujours mentionner ça. Mais c'est ça, je suis heureuse d'être parmi vous ce matin pour parler un petit peu de l'expérience de la ville d'Edmonton. Puis comme on l'a dit, on est la seule ville canadienne qui est membre du réseau. Alors, je vais vous partager un petit peu notre démarche où on est allé pour se rendre comme membre du réseau en 2022. Alors, c'est pas nouveau, une ville apprenante à Edmonton. Depuis des générations, les peuples autochtones se rassemblent dans la région d'Edmonton pour échanger leur sagesse, partager leurs connaissances pour célébrer. Alors, ça retourne de très, très longtemps sur le territoire d'Edmonton. Puis cette tradition d'apprentissage, évidemment, se continue encore aujourd'hui. On en a parlé un petit peu avant, mais ça remonte au moins depuis 2008 que Edmonton travaille ensemble. En 2008, la ville d'Edmonton avait créé une initiative appelée The City of Learners, qui a rassemblé, je crois, 18 partenaires. Alors, même avant de devenir membre du réseau, on avait un travail collectif ensemble. Puis le travail était vraiment axé sur l'alphabétisation, sur l'apprentissage de la petite enfance et de la santé. Mais un des objectifs à long terme de ce groupe-là était de rejoindre le réseau d'UNESCO des villes apprenantes. En 2021, c'est quand on a commencé le processus, la ville d'Edmonton a dirigé avec succès une coalition de partenaires, puis on en a parlé beaucoup, puis je pense qu'on va continuer à en parler. C'est vraiment la coalition de partenaires pour rejoindre le réseau mondial de l'UNESCO des villes apprenantes. Alors, pour nous, la coalition comprenait notre bibliothèque publique à Edmonton, nos 3 conseils scolaires dans la ville, 8 institutions postsecondaires, puis on a parlé un petit peu d'entrepreneuriat. Ça regroupe aussi Edmonton Unlimited, qui est notre agence d'innovation à la ville. Alors, 13 partenaires en total se sont mis ensemble pour avancer le travail des villes apprenantes. Puis, ça a vraiment été grâce à un parrainage des dirigeants, la nouvelle coalition. Alors, les dirigeants de tous les organismes se sont engagés puis ont dédié des ressources. Monsieur Barry en a parlé un petit peu, mais au niveau des élus, on a eu un soutien incroyable, enthousiaste pour devenir membre du réseau en juillet 2021 de notre conseil municipal. Et après ça, notre groupe de gestion ont commencé d'élaborer notre plan d'action pour l'apprentissage communautaire. Comme on l'a mentionné, ce n'est qu'en octobre 2022 qu'on a eu la bonne nouvelle que notre candidature avait été retenue. Puis on a eu une super belle annonce avec le maire, nos partenaires, et nous avons eu l'honneur d'accueillir le président, M. Daniel Baril, à Edmonton pour l'occasion. Alors, comme vous pouvez le constater, comme on en a déjà parlé un petit peu, c'est encore pas mal nouveau, on est encore nouveau au réseau. Je suis certaine que si la discussion aurait lieu dans quelques années, j'aurais plus de constats à vous partager. Mais aujourd'hui, je vais me limiter à notre expérience des 2 dernières années. Puis j'ai hâte de voir où on s'en va, puis ce qu'on va apprendre comme ville. Alors, pour nous, l'approche de la ville apprenante, ça nous permet de continuer à bâtir une communauté autour de cet objectif d'apprentissage inclusif tout au long de la vie. Puis on en a parlé un petit peu, mais pour nous, ça a vraiment commencé à amener des organisations autour de la table pour apprendre à connaître les réussites de tous et commencer à explorer de nouvelles façons à collaborer. Puis je vais m'arrêter juste une seconde pour parler de l'expérience peut-être unique au conseil scolaire dans cette expérience-là. Puis c'est comme francophone en milieu minoritaire, on n'est pas toujours à la table. Mais pour nous, on fait partie de cette coalition-là, on est à la table, on a nos propres réseaux dans le système francophone qui englobe de la petite enfance à l'apprentissage adulte, au postsecondaire. Mais pour nous, être à la table, pour la ville entière, c'est un atout incroyable. Alors, c'est peut-être unique aux francophones à Edmonton, c'est peut-être pas nécessairement l'expérience au Québec quand le français, c'est la langue, la majorité, mais je veux juste m'arrêter là parce que pour nous, c'est tellement excitant. Je pourrais en parler pendant longtemps, mais je vais me limiter. Mais c'est ça. Alors, la création de notre plan d'action nous a permis de répertorier les organisations, les communautés d'apprentissage qui existaient déjà. Alors, comme on en a parlé, c'est pas comme on se lance dans le réseau puis il n'y a rien là. C'est de comprendre ce qui existe déjà puis de amener tout le monde à la table. On a examiné les initiatives qu'on faisait déjà liées aux objectifs de développement durable, tels que la Coalition des municipalités inclusives, ONU Femmes et Villes Sûres.
Et on en a parlé un petit peu, mais pour nous, la participation de nombreux organismes à notre comité directeur et notre modèle de gouvernance a été un énorme atout. Alors, on a un comité directeur qui a des leaders de nos 13 organismes partenaires, pas des leaders élus, mais des experts. Puis, ce que ça nous permet de faire, c'est aller chercher l'expertise dans notre organisme. Alors, moi, je suis pas, même que je travaille pour un conseil scolaire, mon bagage n'est pas en éducation. Je travaille en communication, je travaille en affaires corporatives, mais quand on a besoin, je peux aller chercher mes experts en inclusion. Je peux aller chercher mes experts en francisation, puis on fait la même chose dans tous nos organismes. Alors, ça nous offre une panoplie d'experts, que ce soit de la ville, de nos institutions postsecondaires. Il y a tellement d'expertise qu'on peut aller chercher de notre modèle de gouvernance. Ça nous a aussi permis des nouvelles initiatives. Alors, on a un programme de collaboration postsecondaire. À Edmonton, on a 8 institutions postsecondaires qui sont renforcées par le soutien de notre coalition. Ils se concentrent sur des objectifs spécifiques, comme attirer davantage d'étudiants internationaux et d'établir un réseau de villes apprenantes pour soutenir l'apprentissage organisationnel. On en a parlé un petit peu, puis je vais en parler rapidement des limites. Pour nous, ce qu'on a appris, c'est qu'il faut vraiment travailler avec ceux qui veulent travailler avec nous. On ne peut pas encourager, tirer les personnes qui ne veulent pas participer, ça ne va pas fonctionner. On en a parlé un petit peu aussi, mais ça prend un engagement. Puis j'ai déjà travaillé dans les organismes à but non lucratif, notre conseil scolaire à 4000 élèves, comme ce n'est pas une énorme organisation. Alors, c'est vraiment grâce au soutien de la ville d'Edmonton qu'on a pu avancer ça. Pour nous, on a eu une ressource dédiée de 1,5 ETP juste pour faire avancer ce projet-là. Alors, une ressource en ressources humaines, puis un engagement des organismes est nécessaire. Puis si on ne l'a pas, je le vois certainement comme limite. Puis on en a déjà parlé un petit peu, mais c'est pas un projet qui se fait rapidement. Ça prend des relations de travail, ça prend du temps à apprendre à se connaître pour pouvoir faire ce travail-là. Alors, c'est pas des limites que je vois qui sont impossibles à surmonter, mais c'est juste, je crois, quelque chose à garder en tête quand on se lance dans ce projet-là, que ça prend certaines ressources. Alors, je pense que je vais me limiter à ça pour le moment. Évidemment, on est encore nouveau dans le processus, je vais faire de mon mieux à répondre aux questions, mais je suis vraiment heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir partager l'expérience d'Edmonton. Et merci beaucoup, hein. Puis on n'est pas nécessairement en mode question, on est vraiment là pour avoir une réflexion collective. Alors c'est intéressant parce que là, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Puis déjà, vous pointez que, ben oui, il y a eu un plan d'action, on est allé chercher ceux qui voulaient, ceux qui étaient allumés par cette question-là. Puis d'être dans l'inclusion, puis OK, les éléments clés, ben oui, une ressource, un leadership, mais on entend aussi que, ben, on va le savoir dans quelques années, quels sont les apprentissages comme ville. Il y a quelque chose d'intéressant que vous avez nommé aussi, que ben, les peuples autochtones avaient déjà cette tradition-là qui était amenée à Edmonton d'être autour, hein, un peu comme ce que j'essaie de faire avec vous aujourd'hui, d'être un cercle d'apprentissage, un cercle pour mettre en commun des idées, des apprentissages. Maintenant, je vous remets dans le chat la question hein, d'aujourd'hui. En quoi ces approches-là seraient intéressantes pour le Québec et comment elles pourraient contribuer à l'éducation, à la formation, à l'apprentissage des adultes? C'est la question qu'on vous propose de répondre ensemble. Tout le monde qui est présent, on est plusieurs là, quand même. Là, tantôt, je le voyais, on est 46 personnes. Alors, vous êtes tous invités à ouvrir votre caméra et à lever le mic quand vous voulez prendre la parole, puis on va vous faire une place à l'intérieur du cercle pour tenter de répondre à cette grande question, puis d'apporter votre réflexion. Peut-être un petit exemple du quotidien ou de ce qui se vit dans votre territoire. Je suis sûre qu'on pourrait,
au Québec, il y aurait plein d'initiatives ou d'élan vers ces communautés d'apprentissage qui est en train de naître dans l'espace public, ou un leadership qui est en train de naître chez les élus. Vous êtes des témoins privilégiés dans vos territoires, dans vos villes. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un à vous qui a envie de joindre le cercle? N'hésitez pas. Puis si je vois pas la même équipe de ICA, faites-moi signe. Oui, oui, Régine, je vous vois lever la main. Si Oui, vous si effectivement. vous utilisez la main virtuelle, ça va être plus facile à voir, mais heureusement, je vous ai vu. Allez-y, oui. Ah, d'accord, merci. Effectivement, je cherchais la main virtuelle, mais ça a été plus Ça vite va, je l'ai de vu, faire en votre main. présentiel. Alors, c'est vrai que, alors, je suis donc en Guadeloupe, hein, donc, Oui? qui est un département et une région française. Donc, c'est la France d'outre-mer, OK? Mhm. Et donc, je forme des jeunes adultes qui se préparent à être des professeurs, des écoles et des collèges et lycées. Alors, donc, ma formation de base est en sciences et technologies. Alors, donc je suis chimiste de formation, donc je travaille sur un objet donc patrimonial qui est le jardin créole. Donc, le jardin créole, c'est un objet présent depuis les temps immémoriaux, datant d'avant la colonisation de la Guadeloupe et de la Martinique, hein. Donc, c'est un objet qui réunit Guadeloupe, Martinique, mais aussi la Caraïbe. Donc, quand je pense au Québec, je pense, et au Canada en général, je pense à des lectures que j'ai eues sur les peuples autochtones, les Premières Nations. Donc, parce que vous êtes un territoire de diversité, récupérer la circulation des savoirs dans l'espace public, sous l'égide du territoire ou de la ville apprenante, c'est une façon pour vous de faire rentrer cette diversité dans vos systèmes éducatifs. Parce que quand je pense à mon travail sur le jardin créole, j'ai une dynamique extraordinaire dans la société martiniquaise et guadeloupéenne. J'ai des associations, en fait, quand je dis j'observe le travail d'associations qui forment des adultes et je me dis qu'on aurait pu récupérer ça dans le système universitaire pour valoriser ce qui est fait, hein, non pas voilà, pour prendre à notre compte, mais valoriser des choses structurées, pertinentes, qui comportent un degré de scientificité, donc valoriser ce qui se fait sur le terrain pour enrichir nos systèmes éducatifs. Parce que Mhm. des fois, on fait dans les centres de l'éducation, on a des discours hors sol. On parle de théorie, on parle de pouvoir incarner ces théories-là à travers des objets, des concepts, des objets patrimoniaux, des pratiques culturelles issues de la diversité. Ce sont des façons donc de reconnaître ce qui existe déjà de manière informelle, en fait, puisque M. Baril a parlé d'éducation informelle, ça existe déjà à travers la transmission familiale, à travers donc des pratiques communautaires. Et donc, Mhm. valoriser, c'est enrichir finalement l'éducation et donner de la cohérence à nos théories éducatives. Voilà. Mhm. Je Oh, laisse Madame Lalanne merci. continuer. Oui, valoriser, reconnaissance, on est vraiment en mode appréciatif de ce qui existe, puis d'aller vers d'autres choses. Laura, Madame Daphné, je pense que ça vous parle tout ça? Oui, alors, une des choses qu'on a mis dans notre plan d'action, c'est une des questions qu'on se pose, c'est comment est-ce que la ville d'Edmonton peut encourager et bâtir de relations fortes avec les communautés autochtones à Edmonton. On a une très grosse communauté autochtone. Alors, une partie de notre plan d'action se pose cette question-là, comment est-ce qu'on peut améliorer notre relation avec les peuples autochtones, puis quelles ressources est-ce qu'on a déjà qui reconnaît les connaissances, les forces, l'enseignement autochtone. Alors, j'ai sorti la page, puis je pense qu'on a 3 ou 4 exemples de ce qu'on fait déjà en tant que ville. Alors, l'Université de l'Alberta offre un cours ouvert au grand public sur les expériences autochtones. Ça s'appelle Indigenous Canada, puis c'est vraiment un super beau cours qui offre ça. Alors, dans notre ville apprenante, on a recueilli, on a établi ça comme une question importante de reconnaître les connaissances autochtones, puis comment est-ce qu'on reconnaît ça, comment est-ce qu'on
on fait la promotion de ça, puis comment est-ce qu'on partage ça. Alors, j'ai au moins toute une page qui parle de tout ce qu'on fait dans notre plan d'action pour reconnaître ces connaissances-là. Alors, c'est ça que ça m'a fait penser. Ça nous permet vraiment une diversité de ça. On a toutes, je pense, on a toutes des initiatives en français aussi, mais toute une page, toute une concentration sur ça. Puis au Canada, une question qu'on se pose beaucoup, c'est la réconciliation avec les peuples autochtones. Mhm. Et le concept de la ville apprenante nous permet de s'attaquer à ces problèmes difficiles-là, comme la réconciliation, comme le changement climatique. Puis c'est vraiment un avantage que je trouve des villes apprenantes. Mhm. Monsieur Berry, allez-y. Je vais faire écho à ce qui vient d'être dit. En 2013, lors de la conférence qui est devenue l'Assemblée de fondation du réseau des villes apprenantes, dans la déclaration finale de cette conférence, il y avait cette idée de dire, avant même de parler d'apprentissage, une ville, ce qui justifie une ville apprenante, c'est une ville qui valorise les savoirs existants et qui émet au profit du développement individuel et collectif. Donc, les deux dernières interventions mettent en évidence qu'on part des savoirs existants et ça avait été à l'origine, dans la première déclaration, la déclaration fondatrice du réseau, une idée centrale. C'est avant même de parler d'éducation, il faut valoriser. Une ville apprenante est une ville qui valorise les savoirs existants et qui émet au profit de son développement. Et je veux juste enchérir là, sur cette idée qui fait partie de l'ADN du réseau, là. Mhm. Merci, merci. Madame Tavliane, allez-y, ouvrez votre Euh, micro. Hélène, il y avait d'abord Madame Lalande qui avait la main levée depuis tout à l'heure. Bon, ben, parce que je vous vois pas dans la lande. On vous revient, Madame Tavliane. La lande, je vous invite à ouvrir votre caméra si vous êtes en mesure. C'est fait. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, on vous voit pas, Parfait. mais on vous entend. Allez-y. Je suis au gouvernement du Québec. Zoom a des fois des ratés et voilà, des fois on ne m'entend pas, des fois on voit la caméra. Donc moi, On vous entend bien. euh, moi, je suis au gouvernement du Québec. Je suis chef de la formation en financement à la CNESST. C'est plus sur une logique de territoire. Tu sais, je suis extrêmement sensible à la notion de favoriser une logique émergente, là, de faire ressortir toutes les initiatives. Dans notre cas, tu sais, les types de dispositifs, puis c'est pour ça que je trouve que dans une logique de ville apprenante, puis de territoire apprenant, la formation quand même formelle offerte par l'entreprise, offerte pour des adultes en situation professionnelle. Et dans notre cas, c'est un transfert, plus l'automatisation est grande sur les tâches du citoyen envers l'appareil public, mais plus il y a un transfert. Plus maintenant, le citoyen, c'est lui-même qui doit produire des demandes, qui doit faire initier ces demandes, donc il doit être le gestionnaire de plus en plus de ses relations avec le gouvernement. Donc, à l'époque, ben, il remplissait un formulaire où il appelait quelqu'un et un professionnel gérait sa demande. Aujourd'hui, on va demander au citoyen, par exemple dans notre cas, de remplir lui-même tous ces documents et tous ces processus et toutes ces demandes envers le gouvernement. Puis on s'est rendu qu'il y avait un certain déficit là, de savoir, puis un déficit de compétences. Donc, il y a un transfert par l'automatisation des systèmes d'une compétence vers quelqu'un qui sait sur un citoyen qui, lui, avait comme but d'être un citoyen et d'avoir des services, puis on lui remet sur les épaules le besoin, en fait, d'avoir les compétences nécessaires pour produire ces demandes puis gérer ses interactions avec le gouvernement. Donc, on est vraiment dans une dynamique très forte de formation client, de formation de... C'est sûr que nous, on a deux chapeaux. On était une organisation et quand même une représentation gouvernementale, mais c'est quelque chose que, en grattant, on se rend compte qu'énormément d'initiatives sont présentes sur le territoire du Québec pour de plus en plus former les clients, les former à produire des demandes, à gérer son dossier avec le gouvernement, puis avec des taux des fois de littératie de base, de littératie financière dans notre cas, de littératie aussi informatique, où on ne l'accompagne pas, puis de plus en plus d'initiatives sont présentes et je trouve que dans une logique être une ville apprenante, ben c'est une ville, on fait émerger ce qui existe déjà, oui, sur le plan communautaire, sur le plan municipal, sur le plan de l'apprentissage plus personnel ou de l'interaction, mais aussi dans un cadre très formel, de plus en plus de citoyens doit gérer sa relation avec le gouvernement et qu'à l'intérieur des milieux de travail, il y a des milliers d'heures et des centaines de milliers de dollars qui sont investis dans la formation des adultes sur le plan professionnel ou sur des adultes à titre de clients des entreprises. Et juste faire émerger ça, juste le reconnaître et créer des liens, ben c'est déjà, on n'a pas besoin nécessairement de
créer ce qui n'est pas, mais déjà mettre la lumière sur ce qui est. Bien, merci d'avoir mis la lumière pour nous aujourd'hui là-dessus. C'est intéressant. Euh, Madame Tavliane, à vous. Je pensais qu'il y avait Monsieur Bosquet avant moi, mais Ah, là, je veux vous donner la parole, on dirait, hein. Alors, là, allez-y. ouais, je peux attendre. Bon, j'y vais. Alors, Oui, ce que allez-y. je voulais vous dire, c'est que je représente un organisme qui s'appelle le GETSI, qui est le groupe d'expertise en développement des cités interculturelles. Et dans ce contexte-là, et vous le savez, le Québec et le Canada en général sont très confrontés à cette diversité, aux diversités qui sont de plus en plus présentes au Québec. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé à faire des cercles d'apprentissage. Nous, on les a appelés des cercles d'apprentissage sur les compétences interculturelles, sur le développement des compétences interculturelles. Et je salue Madame Lalande parce que nous avons actuellement 4 groupes de cercles d'apprentissage à la CNESST sur cette question. Et c'est très intéressant parce que ce qu'on se rend compte, et il n'y a rien de scientifique encore, mais ça fait 2 ans ou 3 ans maintenant que nous sommes en train d'organiser des cercles. Nous en avons fait avec les bibliothèques, les services d'incendie de la ville de Montréal, les bibliothèques aussi de Montréal et des alentours, etc. Et actuellement, nous sommes avec la CNESST, avec la pédiatrie sociale. Enfin, je vous donne des exemples simplement pour vous dire que c'est très varié et c'est très, très intéressant. Ce qu'on se rend compte, c'est que les grandes organisations parfois se sclérosent, hein, ça, je pense que je vous apprends rien, mais à l'intérieur de ces organisations, il y a des personnes. Et ces personnes-là, c'est à ça que je suis sensible de tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Ces personnes-là ont des connaissances, des compétences, sont capables d'innover, mais elles sont, si vous voulez, un peu laissées à elles-mêmes ou peut-être découragées parfois. À travers ces rencontres, ces espaces des cercles d'apprentissage que nous avons faits et que nous continuons à faire, ce qu'on se rend compte, c'est que, et tout à l'heure, Madame Devani parlait de l'engagement des personnes, du fait qu'il faut que ce soit volontaire et non pas obligatoire. Tout ça, on se rend compte que ça fait vraiment une différence. Ça prend une personne pour organiser, animer ces lieux-là d'apprentissage et en effet, on s'en rend compte. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces cercles-là d'apprentissage permettent une prise de conscience des connaissances que les gens ont, des compétences qu'ils ont déjà développées, mais dont personne ne parle, et même eux, ils en oublient parce qu'ils n'ont pas le temps d'y penser. Ça développe des capacités, le partage des connaissances est tellement intéressant parce que ça parle de stratégies très concrètes dans leur propre réalité à eux, et ça permet de réfléchir, mais aussi de réfléchir au transfert. Comment on va utiliser ce qu'on apprend dans nos groupes au quotidien. Donc, ça devient vraiment très intéressant et je pourrais vous parler des heures et des heures, mais comme vous nous avez clairement dit, soyez intentionnels et précis. J'ai essayé de vous donner juste un Oui. bout et je trouve que vraiment, il y a une place absolument au Québec pour avoir des villes apprenantes. Il y a tellement d'initiatives et tellement comme vous disiez, enfin, je pense que je ne veux pas répéter ce qui a déjà été dit, mais les cercles d'apprentissage que nous organisons sont vraiment très, très porteurs. Et les gens le disent. Ceux qui participent disent que ça leur donne confiance dans l'avenir. Et donc, je pense qu'on doit vraiment considérer les façons non orthodoxes ou non traditionnelles d'apprentissage pour faire face aux problèmes qui sont aussi de plus en plus complexes dans notre domaine. Voilà, merci beaucoup. Oui, ah, bien, merci, merci. Moi, j'aurais continué avec vous, là. On a, on commençait à parler de transfert et tout ça, mais là, je vois que M. Varil, là, ça vous amène à une idée ou ça fait écho à quelque chose, là. Ben, je laisserai mon Oui, bon ami Sam intervenir en premier. est-ce que Sam, je te donne je la vois parole. pas, excusez, hein, quand je vois pas là, oui, monsieur Bosquet, à vous, on vous écoute. Hop, on va y aller avec un micro, s'il vous plaît. Ouais, ça va aller. Voilà. Oh,
allez-y encore. Voilà, Problème maintenant, d'apprentissage pour des adultes, oui. oui, ben, c'est correct. On est dans un cercle d'apprentissage. Là, on peut se permettre, là, hein, Bon, je veux juste parler pendant quelques minutes pour raconter un peu une tentative pour avoir un quartier apprenant qui n'a pas réussi. Ah, Il y a 15 ans, j'étais à l'époque au ministère de l'Éducation. J'étais responsable pour la liaison pour la politique d'éducation des adultes face à des communautés anglophones un peu partout à Québec. Et il y avait pas mal d'argent, il y avait beaucoup de projets à ce moment pour l'expérimentation dans différents projets, mais ma frustration et la frustration d'autres intervenants dans la province, c'était qu'il y avait une grande fragmentation. Il y avait l'argent, par exemple, pour une commission scolaire pour travailler avec des tout petites, l'éveil à la lecture, pour une autre commission scolaire pour travailler avec des expérimente en alphabétisation, et une autre commission scolaire pour le retour des écoles des personnes âgées, mais il n'y avait jamais les projets pour toute la population dans le même quartier. Donc, l'idée et le rêve, c'était d'essayer, et j'ai fait à la blague à l'époque, si l'URSS était capable de faire une tentative de construire le socialisme dans un pays, ici, on voudrait faire une tentative de faire appliquer toute la politique d'éducation des adultes dans un quartier. Et j'ai réussi à dénicher une promesse de l'argent du ministère de l'Éducation pour essayer d'avoir un quartier apprenant. Et on a choisi à Montréal un quartier qui avait une longue histoire d'implication de groupes communautaires, qui était aussi à la fois anglophone et francophone, et qui avait aussi différentes activités d'éducation populaire qui existaient depuis longtemps. Et l'idée, c'est d'abord de briser l'isolement, parce que les commissions scolaires anglophones, francophones, ça ne parlait pas. Ils ne parlaient pas au cégep, les cégeps ne parlaient pas aux universités. Ils avaient très peu de contact avec tous les groupes communautaires, des groupes qui travaillaient avec des personnes âgées, avec des immigrants, etc. Donc, l'idée d'abord d'avoir une table de concertation qui allait discuter ces questions, briser l'isolement de tous ces groupes, mais aussi de partager des expériences et d'essayer de créer une situation où on va créer une culture de formation continue. Donc, on a parlé au journal local qui existait à l'époque, qui était prêt à donner une page par semaine pour partager toutes les informations concernant les activités. On parlait à différents groupes, par exemple des libraires qui étaient prêts à organiser des groupes de discussion dans leur quartier. On a élaboré l'idée d'avoir un peu des badges comme existait dans les scouts et comme on parle de plus en plus maintenant en éducation des adultes. Tout ça pour qu'il y aura tout le monde va parler et que tous les groupes communautaires et les institutions gouvernementales peuvent intégrer des questions de formation permanente, éducation toute longue de vie dans leur projet. Un des aspects les plus intéressants, c'était que Paul Bélanger, que plusieurs personnes ici connaissent, ancien directeur d'ICA et qui jouait un rôle très important à l'UNESCO, était très intéressé dans le projet. Il m'a accompagné pour rencontrer des groupes communautaires et il était prêt à l'époque de trouver un étudiant à la maîtrise pour étudier notre projet, pour documenter ça et analyser qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. Je termine pour dire que le projet finalement n'a pas marché pour des raisons aussi tristes que simples. C'était l'époque, et on parle de l'année 2010-2011, où à la fois le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, tous les deux étaient en train de couper les vivres aux groupes communautaires. Et pour survivre, des groupes communautaires avaient besoin de faire la consolidation, pas l'expansion. Et même que ce projet avait un budget assez suffisant, ce n'était pas le bon moment pour des groupes communautaires et on avait besoin d'au moins un groupe local pour parrainer le projet. Et finalement, si l'argent n'était pas engagé avant une certaine date, le ministère a donné l'argent à d'autres personnes. Mais ce qu'on garde, c'est qu'il y a tous les procès-verbaux de nos réunions de planification et toutes sortes d'idées intéressantes qui étaient là, mais malheureusement, ce n'était pas le bon moment pour ce projet.
mais je suis très heureux de voir qu'il y a tous sortes d'autres projets, même dans des endroits assez restreints qui ont marché depuis. Merci. On comprend qu'il y a un momentum qui peut-être n'était pas favorable à l'émergence de ce quartier-là. Est-ce qu'on peut savoir de quel quartier on parle à Montréal? C'était à Notre-Dame-de-Grâce. Ah, Donc, voilà, où il y a, c'est ce que je pensais. Oh, d'accord. donc, où il y a NDG. un conseil communautaire qui était assez actif depuis 70 ans et Oui. beaucoup d'immigrants et beaucoup des activités des jeunes et quelque chose qui est tout près des universités. Et, donc, on avait tous les ingrédients dans le quartier. La capacité des associations communautaires d'assumer cette responsabilité à un moment précis. Mais en fait, il y a quelque chose qui est probablement encore vivant. L'histoire nous racontera qu'est-ce qui va en venir de ça. Monsieur Berry ou Madame Talbot, Geneviève, je te laisse intervenir. Geneviève, j'interviendrai après. D'accord, merci Daniel. Alors, je voudrais commencer en remerciant l'ICA et le CETREC d'avoir organisé le webinaire d'aujourd'hui. Je trouve que c'est un thème qui est réellement porteur pour s'inspirer à l'égard d'une éventuelle politique de l'éducation des adultes au Québec. Je trouve ça vraiment intéressant, l'intervention de Mme Devaney, de M. Laurent. Merci beaucoup de vos exemples. Pour répondre à la question, la grande question qui nous a été lancée, là, je vois vraiment beaucoup d'avantages à ce qu'on pourrait développer là, des villes apprenantes, des territoires apprenants au Québec. J'ai été tellement étonnée quand j'ai été voir la carte du monde pour voir les villes apprenantes sur la planète, puis que voir en Amérique du Nord, il y en avait juste une. De voir qu'il y avait juste Edmonton dans tout le Canada puis les États-Unis qui étaient ville apprenante dans nos deux pays industrialisés, là, ça m'a complètement jeté à terre. Quand je voyais en Europe, quand je voyais partout dans le monde la quantité, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ici? Je veux dire, oui, comment ça se fait? quand même ça saute aux yeux là, quand on regarde la carte. Je reviens avec mes réponses. En fait, je vois des résultats possibles, des avantages possibles à deux niveaux. D'abord, micro, pour le citoyen en tant que tel. L'éducation via les villes apprenantes permettrait aux citoyens de développer et de mieux exercer tous leurs rôles sociaux. Au-delà d'une première diplomation, d'une première qualification, au-delà du rôle de travailleur, le citoyen pourrait exercer encore mieux tous ces rôles. Je vois dans ça un grand plus pour l'accès aux citoyens à l'éducation et la proximité avec les apprenants, surtout pour les populations plus marginalisées. Tous les citoyens plus défavorisés, les populations itinérantes, en développant des territoires, des villes apprenantes, l'empowerment pourrait les aider. Fait que ça, c'est au niveau vraiment des gens, des citoyens, ultimement descendre la criminalité dans certains secteurs de certaines villes. Donc, ça, je trouve que c'est démocratiser, d'accroître l'accès, là, c'est vraiment un avantage incroyable au niveau du citoyen. Puis au niveau de la société, au niveau plus macro, je trouve que d'exploiter, d'optimiser l'offre éducative de tous les organismes communautaires par les villes, donc de permettre de coordonner cette offre-là, aurait pour effet de, premièrement, une plus grande efficience de l'offre de formation offerte dans le communautaire pour éviter les doublons, éviter les silos. Donc, on se parle entre tous les acteurs du municipal de voir nos offres ensemble, comment on peut la coordonner, comment on peut la rendre complémentaire, efficace, efficiente avec nos objectifs dans un plan d'action de ville apprenante. Donc, au niveau autant société, économie de fonds publics, efficience de l'offre en vue d'atteindre des objectifs, autant au niveau de la criminalité, de la santé, puis au niveau du citoyen en tant que tel, là, qui pourrait avoir accès de manière proche
à des offres qui répondent à ses besoins pour être capable d'exercer encore mieux tous ses rôles. Donc, voici en quoi je trouve que ça pourrait être aidant pour le Québec. Merci beaucoup. Merci, Madame Talbot. Moi, là, ça y est, on se lance, tout le Québec va se transformer, là. Allez-y, Monsieur Baril. Ben, Geneviève a bien mis la table. Là, mes commentaires vont être sur le même zoo, mais avant, ce que Sam a dit m'interpelle comme citoyen du quartier Notre-Dame-de-Grâce. Peut-être que je pourrais passer de l'international au local et mettre l'épaule à la roue pour réactiver cette idée de faire un quartier apprenant, qui est un quartier multiethnique, multiculturel, plusieurs classes sociales, etc. Là. Il y aurait du potentiel. Mais pour répondre à la question, et je vais prendre le point de vue de l'UIL, du réseau et ce que j'entends, je dirais qu'il y a au moins 3 raisons là, où le Québec, les villes du Québec pourraient s'inspirer de l'idée de ville apprenante. La première, c'est que l'UIL a développé beaucoup de modèles, cahiers de charges, guides, listes de choses à faire, etc. Donc, ce matériel-là peut donner une cohérence à l'action des villes dans plusieurs éléments qui ont été soulevés, là. Reconnaître les savoirs déjà existants et les mobiliser, comprendre les besoins. Je pense, Mme Talian puis Mme Lalande ont évoqué ce défi des compétences à développer dans des villes du monde moderne, là, des villes d'aujourd'hui, et de mobiliser les acteurs pour essayer de répondre à tous ces besoins. Fait que je pense déjà là, il y a beaucoup de ressources et d'outils produits par l'UNESCO, produits par l'UIL. Le deuxième élément, et j'en ai 3, c'est l'intervention au tout début qui m'a fait penser à ça, puis plusieurs interventions. Ça permettrait de rendre visible ce qui se passe déjà au Québec. Parce que je pense que beaucoup de villes, Monsieur Rutor, vous évoquez Saint-Camille, c'est intéressant, qui a utilisé l'économie sociale, l'économie circulaire, etc., comme modèle de développement de la ville. Sam évoquait, il y a une douzaine, quinzaine d'années, Montréal avait un comité de ville apprenante. Paul Bélanger a fait de la documentation, mais peu de villes utilisent le mot ville apprenante. Mais beaucoup de villes utilisent le fond sans le savoir. Fait que je pense que joindre le réseau ou s'approprier le modèle de ville apprenante pourrait rendre visible beaucoup de pratiques. Moi, je pense qu'il y a plein de villes apprenantes au Québec, mais qui n'utilisent pas l'expression. Mais le but, c'est pas d'utiliser l'expression, c'est de l'être. Et le troisième et dernier élément, moi, ce qui me frappe beaucoup dans le réseau, et c'est le partage d'expérience. C'est un réseau, bon, je vais le dire à l'oral, ça va paraître étrange, là. C'est un réseau d'apprentissage par les pairs entre mères. Et là, il faut prendre différemment père, P-A-I-R, et mère, et M-A-I-R. Mais, j'ai jamais entendu, dans toutes mes interactions dans les activités du réseau, j'ai jamais entendu un maire dire, ah, moi, mon point de vue, il est plus important parce que je gère 17 millions de personnes face à un maire qui gère 300 000 personnes. La grosseur des villes est jamais évoquée. C'est des maires, des individus qui échangent entre eux. Et par exemple, au tout début de la pandémie, l'UIL a organisé à toutes les semaines des webinaires pour parler des défis d'éducation à la santé, des stratégies avec les maires. Donc, à chaque semaine, 3 à 4 maires du réseau partageaient leur expérience et ça avait débuté, premier webinaire avec le maire de Wuhan, qui était, selon, en tout cas, il y a des points de vue, là, mais le degré 0.0 de la pandémie et qui est venu expliquer, eux, déjà depuis novembre et décembre, devaient gérer une pandémie. Et il y a eu une vingtaine de webinaires, 3 à 4 maires. Et autre exemple, et avec une diversité d'expériences, mais il y a une communauté d'échanges. Et autre exemple, qui implique Edmonton, l'automne dernier, dans le cadre des activités du 10e anniversaire, il y a eu un webinaire où, entre autres, Edmonton était là avec un maire d'une ville de la Grèce. Et c'était fascinant où la Grèce parlait de tous ces enjeux des migrations, de bateaux qui arrivent sur ses côtes, etc. Et Edmonton mettait en évidence la démarche, entre autres, de vérité et réconciliation, le travail avec les peuples autochtones. On est sur des réalités humaines, mais complètement différentes. Et ce réseau-là, les villes du Québec pourraient apporter beaucoup, mais pourraient aussi retirer beaucoup d'un réseau d'entraide. Et sans entrer dans le détail du fonctionnement du réseau, le réseau s'est donné des grandes thématiques où les villes qui ont un intérêt dans ces thématiques créent un cluster, là, un réseau dans le réseau. Et là, le réseau se développe tellement que, comme en France, il y a eu une organisation plus
française, en Irlande aussi, en Asie, il y a un réseau régional, des réseaux régionaux, des réseaux nationaux. Donc, il y a une force, de politique éventuellement, mais aussi un espace d'apprentissage assez riche. Donc, pour plusieurs raisons, je pense que les villes du Québec, qui sont déjà des villes apprenantes, pourraient gagner beaucoup dans un réseau de visibilité politique, mais aussi d'échange d'apprentissage par les pairs, entre maires. Mhm. Je vois Monsieur Riottard, Oui, allez-y, peut-être qu'en dites-vous de tout ça? oui, peut-être pour prolonger la réflexion sur les avantages de participer à ce réseau et dans cette démarche de ville apprenante de l'UNESCO. Moi, ce que j'ai observé, ce qu'on essaye d'observer aussi comme chercheur et un peu évaluateur des actions, alors l'évaluation, elle demande un certain temps, mais on voit des choses se dessiner. Je retiendrai trois points. D'abord, quand on discute avec la ville et les acteurs de la ville, c'est vrai que à l'origine, certains disaient, mais à participer au réseau des villes apprenantes UNESCO, ça ne va pas nous amener des financements nouveaux, un budget qui va s'accroître. Et quelques temps après, ben, on a vu un changement en disant, mais finalement, ça nous rapporte quelque chose de différent. Alors, outre ce qui a été dit sur le réseau, les relations qu'on peut établir avec d'autres villes, c'est que peu à peu, toutes nos politiques de la ville, toutes les actions de la ville, qu'elles soient en matière de mobilité, de petite enfance, de sécurité, etc., peu à peu, ça met du temps, mais peu à peu, elles vont être inspirées par la démarche de la ville apprenante. Au départ, souvent, on se dit la ville apprenante, c'est la direction des écoles, c'est la direction de l'éducation, etc. Et puis, on voit au bout de quelques mois, de quelques années, que l'ensemble des politiques d'une ville peut rentrer dans cette démarche de ville apprenante. Et ça, c'est une plus-value extraordinaire. Parce que voilà, ça peut aussi, d'une certaine façon, rapporter beaucoup en matière de sécurité, en matière de déplacement, etc. Donc voilà, c'est la première remarque. La deuxième remarque qu'on a observée très récemment sur un quartier apprenant lié à une politique française, qui d'ailleurs s'est beaucoup inspiré des actions de nouveau du Québec. Oui, vous êtes très inspirant sur la cité. La cité école du Haut-Saint-François, là notamment, euh, qui est l'idée d'ouvrir l'école sur l'ensemble des acteurs du quartier, des associations en particulier, d'acteurs culturels, d'acteurs sportifs. Et ce qu'on a vu, l'école en France, elle a un peu du mal à bouger. Hein. C'est une grande maison, c'est compliqué, etc. Mais ce qu'on a vu bouger beaucoup, c'est les associations. Hein. C'est toutes ces ONG, ces associations de la ville qui ont démultiplié de façon extraordinaire leurs relations et se sont professionnalisés. Alors professionnalisés, je mets le terme entre guillemets, hein, c'est pas le but mais ont acquis en compétences. Les associations existaient, mais le fait d'être dans la démarche de ville apprenante, ça a vraiment démultiplié leur capacité à agir, à réunir des citoyens, quel que soit leurs âges, des adultes, etc. Donc, il y a une plus-value sur tout ce tissu associatif dans les villes qui est assez remarquable. Et puis un troisième élément, effectivement, c'est que la démarche de ville apprenante, je dirais, ça ouvre des relations, ça supprime des discontinuités culturelles qui peuvent exister dans nos villes, y compris sur des quartiers qui ont beaucoup plus de difficultés sociales, etc. Euh, voilà, le fait de se dire que l'on hybride les savoirs, je pense que cette idée d'hybridation des savoirs, c'est pas seulement formel, informel, non formel, mais c'est hybrider des savoirs. Je dirais, il y a trois types de savoirs dans toute ville. Il y a des savoirs locaux qui sont liés aux communautés, effectivement, quelle que soit leur diversité, qui ont pu être d'ailleurs renouvelés avec de nouveaux arrivants, on parlait des migrants à l'instant, etc. Donc il y a des savoirs ancrés.
il y a des savoirs un petit peu descendants, on évoquait tout à l'heure, un peu verticaux, qui passent par le système éducatif, qui peuvent passer aussi par Internet, qui nous apportent plein de savoirs aussi. Et puis, il y a troisièmement des savoirs qui se créent par le projet et par le projet de la ville apprenante. Et c'est ce qui est aussi intéressant, c'est que à travers les projets de ville apprenante, il y a vraiment de nouveaux savoirs qui se diffusent. Je parlais des associations. Et au total, finalement, ces trois types de savoirs, ben les relations s'ouvrent. C'est pas des savoirs fermés les uns par rapport aux autres, mais c'est des savoirs où voilà, il n'y a plus de discontinuité culturelle et parfois dans la ville, supprimer ces discontinuités culturelles, c'est aussi un atout formidable pour le bien-être aussi des habitants dans la ville. Voilà, trois raisons de plus. Merci, monsieur Rietor. Vous avez nommé à quelques reprises que c'est une démarche. Hein? C'est une démarche d'apprentissage, de devenir, de se joindre au réseau, de se formaliser comme ville apprenante. C'est une démarche générative d'apprentissage à différents niveaux. Il nous reste 5 minutes. Alors, si nos invités, si Laura, vous voulez ajouter quelque chose, Daniel Paris, puis après, je vais demander à notre facilitatrice graphique de nous partager qu'est-ce qui ressort. Je vais peut-être juste faire du pouce sur ça, puis je pense que je l'ai mentionné, ça fait juste depuis 2022 qu'on est membre du réseau. Alors, tous les partenaires, on reconnaît que notre culture d'apprentissage, c'est un de nos plus grands atouts comme ville. On continue à travailler sur notre plan de travail, puis voir c'est vraiment quoi les démarches à venir. Puis j'espère pouvoir vous rencontrer de nouveau dans quelques années, puis vous dire voici toutes nos belles réussites, puis voici tous Ah, les exemples. Alors moi, j'ai vraiment hâte de voir ça en tant que membre du comité qui travaille sur ça, mais j'ai été ravie d'être parmi vous aujourd'hui, puis vous écouter, puis apprendre moi-même. Puis je pense que c'est ça pour moi. merci beaucoup, Madame Devenay, Monsieur Varil. Je pourrais ajouter, ben, pour l'UNESCO et l'UIL offrent un soutien là, pour des villes qui souhaiteraient, et d'autres villes aussi, se soutiennent les unes les autres dans la démarche. Et la Commission canadienne pour l'UNESCO et le pilote des démarches. Mais je dirais, parmi toutes les bonnes raisons qui ont été évoquées de développer une ville apprenante, moi, je trouve celle que je trouve la plus intéressante, c'est de ne pas laisser Edmonton être seule comme ville apprenante Oui, canadienne et nord-américaine. Ils seront toujours la première ville, mais un jour, la seule ville devrait disparaître et de créer cette dynamique canadienne et nord-américaine. Là, les États-Unis sont revenus à l'UNESCO, donc éventuellement, il y aura des villes américaines. Parce que mon expérience de l'univers UNESCO en éducation, l'Amérique du Nord a une sensibilité très différente. Et juste sur les questions autochtones, déjà, il y a une sensibilité très différente et on a beaucoup à apporter à ce débat des villes, les Nord-Américains, les Canadiens, à ce débat des villes, pays multiculturels, etc. Là, on touche à plusieurs des grands défis de notre époque, développement durable, etc. Et à l'intérieur du réseau, d'avoir un caucus canadien, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant pour témoigner des initiatives canadiennes, mais aussi pour apprendre beaucoup de ce qui se passe ailleurs, en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud. Oui, en effet. J'invite maintenant Mylène Choquette à nous partager qu'est-ce qu'on laisse comme trace de nos échanges, de notre réflexion collective. Euh, donc, vous vous souvenez, hein, il n'y avait rien au début, ou presque rien. On est allé un peu partout. Là. Si je pars de la gauche, on a parlé d'un catalyseur, hein, le réseau qui permet d'échanger et d'approfondir. Je voulais quelques éléments clés là, que je vois spontanément. L'espace public hein, comme lieu d'apprentissage, reconnaître, valoriser la transmission des savoirs existants, valoriser ce qui se fait déjà, ce qui est déjà présent. Ben, on a parlé de comment la ville est englobante, hein, puis que la gouvernance de proximité devient un facteur clé. Les différents leaders, experts de la communauté, les effets, hein, briser l'isolement, permettre la prise de conscience
l'espoir. On a parlé d'espoir aussi à un moment donné pour le citoyen qui doit prendre un autre rôle, s'adapter au changement, oui, nécessairement. Et on a dans le coin à droite toute la notion forte d'hybridation des savoirs. Oui, ben, je viens de voir ouvrir les relations. J'ai envie de vous dire maintenant que où est Émilie? Émilie, joins-toi à moi, s'il te plaît. En voyant ça, peut-être que toi, il y a quelque chose qui vient. Là, je viens de voir nos 3 invités qui ont eu un beau. Vous avez maintenant vos portraits. Waouh! C'est intéressant. Pour les prendre comme photo de profil maintenant. Alors, dans le coin à droite, on voit «Et si on s'inspirait?» hein? Et si on s'inspirait, collectivement en étant en mode apprentissage, collectif? Émilie, avec quoi as-tu envie de nous laisser? Ben, un remerciement, hein. Je pense que étant déjà midi, ça serait peut-être le moment de vous remercier, tout le monde. Merci pour votre participation au webinaire d'aujourd'hui. Vraiment un grand merci à nos 3 invités pour leur présence, pour tout ce qu'ils nous ont partagé. C'est des échanges vraiment très intéressants. On vous donne rendez-vous pour le dernier webinaire de la série qui aura lieu le 9 mai. C'est un rendez-vous. Donc, la synthèse visuelle qui a été produite par Mylène sera également partagée à tous et à toutes pour le garder comme un outil, un rappel un peu de tous ces échanges-là d'aujourd'hui. Donc, ben, merci beaucoup pour votre participation et puis bonne fin de journée.